Bienvenue dans le podcast Les Chroniques d'un entrepreneur, l'émission de ceux qui veulent en apprendre plus concernant nos impacts sur le monde qui nous entoure. Venez discuter vêtements, livres et voyages avec deux entrepreneurs qui invitent chaque semaine des amis afin de partager leur aventure. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 3e épisode. Aujourd'hui je suis avec Camille. Bonjour Paul. Je suis content de te recevoir aujourd'hui. Enfin tu me reçois parce qu'on est dans tes locaux aujourd'hui. Nous, on s'est rencontrés lorsqu'on était à Dauphine. C'est un peu grâce à toi que je me suis lancé dans l'aventure entrepreneuriale parce que voilà, tu as tracé une première route. Donc, je te remercie. Merci à toi, je suis très flattée de ces petits mots. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, je suis Camille, j'ai 26 ans, j'habite à Paris. Et j'ai fondé il y a un petit peu plus de 3 ans, j'ai cofondé avec Gabriel Devalmont une start-up qui s'appelle Nap&Up, qui démocratise la pratique de la micro-sieste et de la déconnexion en milieu professionnel. Et en effet, c'est une start-up qu'on a montée pendant nos études et c'est là qu'on s'est rencontrés. Le projet était déjà en cours. Totalement. Tu connais un peu le principe du podcast, donc je te laisse présenter. Du coup, on est ensemble pour un sujet bien particulier aujourd'hui. De quoi tu vas nous parler, Paul ? Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la fast fashion. Donc en mode, la fast fashion sont des marques qui ont une identité bien précise. Donc c'est des marques qui ont un grand nombre de collections, qui font beaucoup de réductions à cause de ce grand nombre de collections. Et ce sont des marques qui recherchent le prix minimum. Donc pour le client, il faut que ça soit le moins cher possible. C'est quand même assez négatif d'essayer de chercher tout le temps le prix minimum. Ça a énormément de conséquences. J'aimerais un peu partager cette expérience avec toi aujourd'hui. Ouais, du coup, tu commençais par nous dire que la fast fashion se définissait par un grand nombre de collections. Pourquoi il y a un grand nombre de collections aujourd'hui ? En fait, l'idée du grand nombre de collections, c'est de s'appuyer sur une stratégie qu'on dit mass market. Donc, c'est vendre au plus grand nombre possible. On va créer de plus en plus de collections pour créer de la nouveauté, créer de l'envie. Est-ce que tu sais que les pros connaissent les tendances plus d'1 an en avance ? J'en avais entendu parler et c'est assez vertigineux en effet. Ils ont tout programmé pour nous en avance, quoi. Ouais, en gros, nous, on a accès à ce qu'on appelle les carnets de tendance. Donc en fait, c'est des carnets qui projettent à 1 an et demi, quelles sont les prochaines tendances, le type de pièces, la couleur, etc., etc. Et au niveau du nombre de collections, c'est quoi la moyenne en général ? On va être plutôt sur 2 collections, donc une automne-hiver et une printemps-été. Donc ça, c'est la mode classique. Les fast fashion, ça va être plus de 5 à 10 collections par an. Donc, par exemple, on voit beaucoup de marques qui, tous les jeudis, ont de nouvelles pièces, etc., qui rentrent en stock. Et ça, c'est vraiment un marqueur de la marque fast fashion. Mais du coup, s'il y a autant de collections, on imagine bien que c'est compliqué de les écouler à 100%. Donc, est-ce qu'on a un regard un petit peu sur ce qu'ils en font ? Il y a 2 grandes solutions. La première, c'est faire des soldes, faire des réductions pour pouvoir écouler tout ce stock-là. La deuxième, qui n'est plus maintenant autorisée, à partir de 2021, ça a été interdit par l'État, c'est de brûler des vêtements parce qu'il y en a trop, en fait. D'accord. Et au niveau des réductions, est-ce qu'il y a un encadrement aussi par la loi ? On parle beaucoup des soldes et des ventes privées. Comment ça se passe ? En fait, il faut différencier 2 choses, les soldes et ce qu'on appelle les ventes privées. Donc, tu as les soldes dans un premier temps, donc c'est encadré par la loi, c'est à destination de tous les clients. La particularité, du coup, c'est que la marque peut vendre à perte, donc en dessous de son coût de revient. Et en fait, il y a des dates bien définies, donc c'est les soldes d'hiver et les soldes d'été qui sont 100% encadrés par la loi. La deuxième chose, c'est les ventes privées. Donc là, on arrive dans un monde un peu flou, c'est non encadré par la loi. Elle dit seulement que le commerçant détermine librement la durée des opérations. Elles doivent être néanmoins rester marginales par rapport aux périodes de vente normales. L'autre particularité, c'est que c'est à destination des clients détenant une carte de fidélité ou ayant reçu une invitation, que ce soit physique ou par newsletter. Mais on sait un peu comment ça se passe. On arrive dans le magasin, il y a une pastille de couleur et on te dit prenez la carte fidélité et vous aurez ces réductions-là. La particularité de ça, c'est que la marque ne peut pas vendre à perte. C'est interdit. Pourquoi est-ce que c'est un réel problème, tout ça ? C'est parce que, en fait, quand tu fais le calcul un peu entre 2 semaines de pré-soldes, 2 semaines des soldes, le Black Friday, le Cyber Monday, la fête des mères, la fête des pères, etc. J'ai fait un petit décompte et tu peux faire plus de 16 semaines de soldes ou de réduction. Donc c'est à peu près
1 semaine toutes les 2 semaines. En fait, ça incite à la surconsommation du produit. Et dans la tête du client, tu te dis, ok, quel est le véritable prix du vêtement que j'achète? Est-ce qu'il est à 5 euros ou est-ce qu'il est à 15 euros en mode normal? Il n'a plus du tout de notion, effectivement, Voilà. de la juste valeur des pièces. Et la fast fashion, c'est quand même un fléau en termes économiques et écologiques. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les conséquences? Il y a 2 conséquences. La première, la recherche du prix minimum de production, ça a des impacts sur le design du produit. Donc en fait, tu vas avoir des produits qui sont de qualité, de finition un peu médiocre, et on aura des tissus qui seront plutôt du polyester, donc des fibres issues de l'industrie pétrolière, mais on en reviendra à ça dans un prochain podcast. Il y a des pantalons, surtout dans la mode femme, qui n'ont pas de poche. Et voilà, en fait, la recherche du prix minimum, ça amène à ça. Sur la production du produit aussi, on recherche de la main-d'œuvre la moins chère du marché, donc on va chercher dans des pays où le salaire médian est à 70 euros. Et du coup, on préfère payer des coûts logistiques car c'est moins cher que le prix de la main-d'œuvre. On préfère tourner notre vêtement tout autour du monde pour le produire au plus bas coût. Et en fait, l'éco-responsabilité, pour moi, ça représente 2 choses. C'est l'écologie, donc les conséquences écologiques, mais aussi les conséquences économiques. Sur les conséquences écologiques, le textile, c'est vraiment l'une des causes majeures de pollution. L'émission à gaz à effet de serre, c'est 1,2 milliard de gaz émis par an, environ. Donc c'est autant que le trafic aérien et le trafic de bateaux. C'est environ 0,5 million de tonnes de microparticules de plastique relâchées dans l'eau chaque année. En fait, c'est l'équivalent de 500 milliards de bouteilles d'eau qu'on met dans l'eau, mais qu'on ne peut pas repêcher parce que voilà, c'est impossible. Donc l'État veut mettre en place des filtres à microparticules de plastique dans les lave-linges obligatoires. Nous, on est plutôt en amont, on bannit les vêtements qui produisent ces microparticules de plastique parce que c'est pas nécessaire et c'est pas bon pour la peau, c'est pas bon pour nous. Et comme ça, on règle le problème en amont. Le déchet qu'on recycle le mieux, c'est pas celui qu'on recycle, mais celui qu'on ne produit pas finalement. Exactement. Et donc, on a le coût écologique et ensuite on a le coût économique. C'est un vrai coût économique. Enfin, le paiement des salaires est en dessous de ce qui est acceptable dans le monde et tu as des conditions de travail et de sécurité qui sont quasi inexistantes où les teintures, les produits utilisés sont relâchés dans l'eau. C'est vraiment une catastrophe écologique et économique, les deux. C'est ça ce qui est pour nous l'éco-responsabilité. Autant prendre l'impact écologique que prendre l'impact économique. Mais dans tout ce tableau, il y a aussi des choses assez positives qui se mettent en place, et heureusement. Ouais, exactement. Tout n'est pas négatif. On parle de fast fashion et en opposition, on parle de slow fashion. Se dire que le pouvoir de consommation et le pouvoir de faire changer les choses, il est dans les mains du consommateur. Et demain, toi et moi, en soutenant des petites marques, en soutenant des grosses marques aussi, je pense notamment à Patagonia, qui a vraiment un mindset pour le vêtement durable. En petites marques, on a Atelier Particulier, Bonne Gueule que j'apprécie beaucoup, Ast, 1083, les jeans qui sont faits en France, le slip français, Saint James. C'est vraiment des acteurs qui produisent en France ou en Europe, mais qui ont cette vision de ok, on consomme moins, mais mieux, avec des vêtements vraiment durables. Et il y a aussi la question du marché de la seconde main qui est assez intéressante aussi. Exactement. Le marché, tout ce qui est Vinted, Le Bon Coin, ou même plutôt les petites friperies, c'est hyper important de faire tourner ça. Mais le vrai problème, il est en amont. Parce que continuer à faire tourner du textile de mauvaise qualité et qui produit des microparticules, c'est pas notre objectif. Le but, c'est vraiment, voilà, on continue de polluer. Et l'idée, c'est vraiment de couper cette pollution en disant, on va créer des vêtements durables, éco-responsables, pour que tout le monde soit gagnant. Autant la marque qui va créer le vêtement que le client qui va l'acheter, mais aussi tout ce qui est production, atelier. Voilà. Super. Merci beaucoup pour... Est-ce que tu as d'autres questions ? Moi, je trouve ça très chouette qu'il y ait une vraie sensibilisation du consommateur et qu'on soit poussé à consommer local, éco-responsable, de bonne qualité, durable. Ça, je pense que c'est des valeurs qui doivent rentrer dans notre ADN. Et en fait, c'est une vraie question sur l'encadrement que peut proposer l'État, parce que le consommateur, si on ne lui impose pas certaines règles, ça peut mettre des milliers d'années à se mettre en place.
Et les petites choses qu'il fera dans son quotidien, mais qui auront un impact un peu à marge, ne seront pas suffisantes si l'État ne régule pas la consommation. Et je pense qu'il y a un gros enjeu au niveau politique aussi à ce niveau-là. Valoriser les petites marques éco-responsables qui ont un impact positif. Totalement. Avec tout ça, il y a plein de labels qui essayent de structurer un peu cette filière-là. On reviendra dessus dans les prochains podcasts. Mais c'est vrai que c'est un travail autant important au sein de l'industrie du textile que aussi le changement de mentalité chez les consommateurs. Mais je pense que tout autour de nous, on le voit, on est vraiment dans un tournant et on essaie de mieux consommer. Passons à la partie suivante. Okay. Tu veux nous parler de quoi aujourd'hui, Camille ? Alors moi, il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui est intrinsèquement lié au sujet qu'on vient d'évoquer, à la fast fashion et à ses conséquences, c'est le zéro déchet. En toute humilité, parce que j'en suis bien loin, mais c'est quelque chose auquel j'aspire. Je tends petit à petit avec mes challenges du quotidien vers ce zéro déchet. Alors j'en suis encore vraiment très loin, pour être honnête, mais je pense qu'il faut en parler. Parce que ça passe par des choses toutes bêtes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Quelles sont les différentes actions ? Ça veut dire quoi, zéro déchet ? De toi, qu'est-ce que tu t'es fixé comme objectif ? Alors le zéro déchet, le nom veut dire, ce que ça veut dire, c'est essayer au maximum de réduire son nombre de déchets et donc l'impact qu'on a au niveau écologique dans son quotidien. Moi, j'ai commencé par mettre en place des toutes petites choses dans mon quotidien, savoir acheter en vrac, faire soi-même aussi, faire une pâte à tarte plutôt que d'aller acheter une pâte avec 3 emballages plastiques. C'est des petites choses comme ça, faire sa lessive, faire ses cosmétiques soi-même. C'est des petites choses qu'il faut mettre en place. Donc c'est un petit challenge une fois par semaine, une fois par mois, où tu te dis ce mois-ci j'ai envie d'arrêter d'acheter des pâtes à tarte, ou j'ai envie d'apprendre à faire ma lessive, ou j'ai envie d'apprendre à faire mon déodorant, ce genre de choses. Donc c'est des petites choses qui finalement, quand tu fais le bilan, n'ont pas énormément d'impact au niveau écologique, parce que c'est pas ça qui va changer la face du monde, mais qui, toi, te permettent de te mettre dans une dynamique positive et qui tend vers ce zéro déchet. Après, je me suis quand même rendu compte que c'est pas parce que je refuse les sacs plastiques en supermarché ou que je fais mes pâtes à tarte que je vais réellement réduire mon impact écologique, mais quand même, il y a beaucoup de choses qui nous permettent de le réduire de manière plus significative, à savoir notamment réduire son chauffage d'1 ou 2 degrés l'hiver, parce qu'on se rend compte qu'on est hyper mal isolé, notamment dans les appartements parisiens. Donc préférer un gros pull plutôt que d'augmenter le chauffage. Ou alors à Paris, on a de la chance parce qu'on est extrêmement bien desservi, mais privilégier le vélo ou les transports en commun pour aller acheter une baguette quand la boulangerie est à 3 km. Et un truc aussi qui a énormément d'impact, c'est tout l'électronique. On est quand même dans une génération où on surconsomme tout ce qui est ordinateur, tablette, téléphone, on achète le dernier iPhone dès qu'il sort. Donc c'est aussi prendre conscience que l'impact écologique que tu as, ça passe effectivement par des petites choses dans ton quotidien pour tendre vers du zéro déchet, mais ça passe aussi par ton mode de vie au global. Mais c'est vrai que moi, ça me fait penser à quelque chose que j'ai lu. C'est Fabien Olicard, un youtubeur qui est expert du mentaliste. Enfin, c'est un mentaliste avant d'être youtubeur. Dans un de ses magazines, je lisais, et en fait, c'était intéressant parce que, en gros, il disait que quand on voulait acheter un peu bio, tout était suremballé. On avait des packaging de 4 pommes avec une barquette, un suremballage, alors que c'était mieux de prendre en vrac. C'est vraiment quelque chose qui m'a assez choqué. Et du coup, moi, j'ai essayé de m'y mettre aussi. J'achète de plus en plus en vrac. Mais c'est vrai que le zéro déchet, c'est vraiment un challenge. C'est super difficile et moi, j'en suis à des kilomètres. Mais après, je sais que j'habite dans une coloc où on est tout assez sensible à ça. Donc, c'est aussi trouver les bonnes personnes pour se motiver à plusieurs, parce que tout seul, en fait, c'est difficile et il faut y aller petit à petit parce que le changement ne peut pas être radical. C'est trop de choses. On consomme trop, on fait trop de déchets pour arrêter d'en faire du jour au lendemain. Donc c'est ça, une fois tous les mois, se donner un nouveau défi et arrêter de consommer tel produit. Donc ça, il faut vraiment y aller au fur et à mesure. Et tu parlais du bio et c'est assez intéressant parce que là, pendant le confinement, c'est pas moi d'ailleurs, j'ai aucun mérite sur cette histoire, mais les personnes avec qui j'étais confinée, ont construit un potager. Et donc c'est un potager, alors il était super chouette, mais ça n'a rien à voir avec les champs et toutes les cultures que tu peux avoir quand tu es agriculteur.
Et en fait, c'était assez intéressant comme expérience parce qu'on s'est rendu compte de l'entretien que ça demandait, du travail au quotidien. Et tu te dis, mais en fait, t'es vite tenté de foutre des produits pour enlever les mauvaises herbes, pour faire grandir tes tomates plus vite. Donc t'es vite poussé au vice et tu comprends du coup en fait l'enjeu qu'il y a derrière ce bio et à quel point pour un agriculteur ça doit être compliqué de faire ce passage et de faire ce switch. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je pense que l'État a beaucoup à faire pour soutenir cette filière-là, encourager, interdire les produits, et ça doit se faire au fur et à mesure, parce que pareil, l'agriculteur qui a toujours mis des pesticides dans ses produits, il va pas pouvoir changer radicalement du jour au lendemain. Et donc, avoir peut-être des labels un petit peu intermédiaires, parce que pour passer du tout au bio, ça demande énormément de temps pour assainir la terre et faire en sorte qu'elle soit réellement bio. Donc il y a peut-être des labels un peu intermédiaires pour dire c'est en cours de transition, des choses comme ça qui peuvent se faire, mais c'était rigolo à notre toute petite échelle ridicule de bobo parisien de se rendre compte que en fait il y a du boulot, quoi. Ouais, c'est clair. Le chemin est pas facile et faut être accompagné, il faut avoir des aides de chacun parce que c'est pas tout blanc ou tout noir, quoi. Donc pour moi ça passe par deux choses, ça passe par une sensibilisation des consommateurs et par un soutien et une vraie politique de la part du gouvernement. Aujourd'hui on peut plus passer à côté. Et au niveau de la sensibilisation, j'ai qui a lancé un concept qui s'appelle les ateliers PMU. Donc PMU pour petites mains utiles. Et l'idée, c'est une fois par mois ou 2 fois par mois, organiser un apéro chez elle. Où l'idée, c'est d'être un peu comme au PMU, où on boit des coups ensemble, c'est convivial, on papote et on est là dans une chouette ambiance. Et à chaque atelier, il y a une nouvelle thématique. Donc ça va être par exemple, la semaine prochaine, on va apprendre à faire notre lessive. L'atelier d'après, ça va être faire des livrapes. Donc c'est des espèces de couvre-plats qui remplacent le film plastique. Donc voilà, c'est à chaque fois il y a un sujet nouveau où en fait on va apprendre à faire quelque chose de nos propres mains. Dans une optique do it yourself, zéro déchet, et je trouve que ce format est assez sympa. Donc on mettra le lien dans la description. Ouais, avec plaisir. Elle s'appelle Clémentine et elle fait des ateliers PMU du coup 1 ou 2 fois par mois. Ouais. Okay. Super. Merci Camille. De rien. Donc le livre que j'aimerais présenter aujourd'hui, c'est Votre teint infini de Fabien Olicard, le mentaliste dont je t'ai parlé. Et en gros, c'est un livre qui remet en perspective le temps et comment est-ce que on a notre rapport au temps. On court tout le temps et on dit tout le temps qu'on n'a pas le temps. C'est un livre en fait qui est un peu en 3 parties. La première partie, c'est le temps, ça veut dire quoi ? Quel est notre rapport à ce temps-là ? Et ok, en fait, tu penses que t'as pas de temps, en fait, tu as du temps. Donc la première partie, c'est remettre en perspective ce temps et définir ses objectifs en se disant quels sont tes objectifs de vie. Parce que on court à gauche et à droite, mais qu'est-ce que toi, en toi-même, tu veux vraiment ? Et comment est-ce que ça va t'orienter durant toute ta vie ? La deuxième partie, c'est de la méthodologie pratique. C'est comment s'organiser et apprendre à se servir du temps, comment est-ce qu'on joue avec tout ça, quels sont les différents outils. Donc là, c'est vraiment une partie outillage. Et la troisième partie, c'est des petits hacks. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux être plus rapide ? Comment est-ce que je peux gagner du temps ? Comment est-ce que j'évolue ? Pourquoi est-ce que j'aime bien ce livre ? Parce que c'est un livre qui est autant sur le développement personnel, donc te remettre en perspective par rapport à ce temps-là, mais aussi c'est une partie méthodologique sur voici comment est-ce que tu peux mieux utiliser ton temps et comment est-ce que tu peux utiliser des méthodologies pour être plus efficace. Donc voilà, ce petit livre-là, Fabien Olicard, Votre temps est infini. Et t'aurais des petits tips à nous partager du coup ? T'as retenu quoi toi en termes de méthode ? T'as mis quoi en place dans ton quotidien ? C'est pas tellement de la méthode que j'ai mis en place. Il y a beaucoup de concepts, mais le concept que j'ai vraiment retenu, c'est les mantras. Tu vas faire une liste de ce que tu veux atteindre dans ta vie à plus ou moins long terme, donc à très court terme, mais aussi à très long terme, et tu vas réduire cette liste à 2 mots. Et en fait, ces 2 mots, ces mantras, te serviront toute ta vie à orienter toute ta vie. Ça, c'est un boulot que t'as fait, ça se fait pas du jour au lendemain, j'imagine ? Non, ça se fait pas du jour au lendemain, mais en fait, le bouquin aide à faire ça. Et se dire, ok, voici la liste, voici des exemples, je vais t'aider à trouver tes mantras. Et c'est vraiment, en gros, où est-ce que tu vas dans ta vie. Et en fait, ça va te servir toute ta vie pour tout simplement arbitrer, pour se dire, ok,
Est-ce que ça correspond vraiment à ce que je vais faire? Et en fait, c'est 2 mots, alors, tout simples. Ça te permet, quand t'es un peu paumé, de te rattacher à... Et ça te permet aussi de te dire, ok, est-ce que je suis vraiment dans la bonne voie? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Et est-ce que je me suis pas perdu? C'est chouette, et je pense qu'en montant ta boîte, t'es sujet à t'y rattacher très régulièrement. Moi, je sais que quand on a monté la boîte avec Napen Up, en fait, on a commencé par mettre noir sur blanc les valeurs qu'on voulait véhiculer. D'humilité, de fiabilité, voilà, je ne vais pas toutes te les lister, mais du coup, c'est des valeurs auxquelles on se réfère très régulièrement. Quand on a un recrutement à faire, une décision à prendre, ou qu'on n'est pas d'accord, bah, ça nous permet justement de s'y référer et de se dire, bon bah, ok, là je pense qu'on prend la bonne décision. Donc c'est ce que tu appelles mantra, trop chouette. Et bah, je le lirai avec grand plaisir. Merci Camille d'être passée dans ce podcast. Merci à toi de nous avoir apporté toutes ces pistes de réflexion, parce qu'il y a matière à réfléchir, et puis on lâche rien. Merci à toi d'avoir apporté cette vision un peu entrepreneuriale et aussi cette vision zéro déchet. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Si cette thématique de mieux consommer, notamment dans les vêtements, vous intéresse, j'ai écrit un guide sur comment reconnaître la qualité d'un vêtement, initiation aux vêtements éco-responsables. N'hésitez pas à le télécharger, il a un lien dans la description du podcast ou disponible sur notre site internet avantgardefrance.fr. Si vous avez envie de nous soutenir, n'hésitez pas à partager ce podcast ou à mettre une note sur iTunes. Vous pourrez retrouver Fanny dans le prochain épisode des Chroniques d'un entrepreneur. Quant à moi, je vous dis à bientôt